Elle avait exactement 3 secondes pour se décider. 3 secondes. 3 secondes pour choisir. Entre sa propre vie et l'homme étendu, inconscient, à ses pieds. Le roi dragon, Damien de Bois-Noir, l'être le plus puissant du royaume, l'homme capable de réduire des armées entières en cendres d'un simple souffle. Il était en train de mourir. Sa peau avait pris une teinte gris pâle. Sa respiration était devenue superficielle, irrégulière, s'éteignant à chaque instant. Et Élise Dubois, une simple servante, une mère célibataire, une moins que rien, tenait son destin entre ses mains. Le guérisseur du palais avait prononcé les mots qui avaient tout changé. Seul le baiser d'une humaine au sang pur pouvait transférer le poison. Seule une humaine pouvait le sauver. Mais le transfert ne serait pas simple. La personne qui l'embrasserait absorberait une partie de la malédiction. Elle pourrait vivre. Elle pourrait mourir. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Élise regarda Damien de Bois-Noir, le roi dragon, et sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle l'aimait en secret depuis 3 mois. 3 mois à l'observer depuis l'ombre. 3 mois à remarquer comment il s'assurait toujours que les serviteurs soient nourris avant lui. 3 mois à le voir passer du temps avec sa fille Chloé, lui apprenant à compter en utilisant des écailles de dragon, la faisant rire alors qu'Élise pensait ne plus jamais entendre ce son. Il ne l'avait jamais su. Il ne pourrait jamais le savoir. Une servante ne tombait pas amoureuse d'un roi. Une humaine ne tombait pas amoureuse d'un dragon. C'était interdit. C'était impossible. C'était la vérité qu'elle portait dans sa poitrine comme un secret brûlant. Et maintenant, il était en train de mourir. Les seigneurs autour d'elle étaient silencieux. Les gardes s'étaient écartés. Tout le monde regardait. Tout le monde attendait. Personne n'était prêt à s'avancer. Personne n'était prêt à risquer sa vie pour le roi, parce qu'il ne l'aimait pas. Il le craignait. Il le servait par obligation. Mais l'amour, c'était quelque chose qu'il gardait pour eux. Élise sentit ses mains trembler. Elle pensa à Chloé, sa magnifique petite fille de 5 ans, aux cheveux bouclés et aux yeux trop grands pour son visage. La fille qu'elle avait amenée dans ce château pour la protéger. La fille qu'elle élevait seule parce que son père avait été un monstre qui utilisait ses poings au lieu de ses mots. Si Élise mourait ici, Chloé serait seule, vraiment seule, sans mère, sans père, sans famille. Juste une petite fille dans un monde qui dévorait les petites filles. Mais si Élise ne faisait rien, Damien mourrait, et quelque chose en elle mourrait avec lui. Une partie d'elle qui croyait encore à la bonté. Une partie d'elle qui avait commencé à guérir à l'ombre de sa gentillesse. 3 secondes s'étirèrent en une éternité. Élise s'avança. La foule haleta. Quelqu'un cria de l'arrêter. Elle entendit une femme hurler que ce n'était pas sa place, qu'elle n'était qu'une servante, mais qu'elle n'avait pas le droit de toucher le roi. Elle s'en fichait. Elle s'agenouilla à côté de lui. Son visage était si proche du sien maintenant. Elle pouvait voir la cicatrice sur sa poitrine, là où quelqu'un avait essayé de le tuer il y a des années. Elle pouvait voir les faibles traces d'écailles argentées le long de son cou. L'héritage du dragon qui le marquait comme différent, comme puissant, comme seul. Elle toucha sa joue. Sa peau était froide, si froide. Les dragons étaient censés brûler d'un feu intérieur, mais son feu était en train de mourir. Élise se pencha et elle l'embrassa. Le monde explosa dans une lumière dorée. Une douleur comme elle n'en avait jamais connue la traversa. C'était comme avaler du feu, comme si son sang était remplacé par du fer en fusion. Elle cria, mais aucun son ne sortit. Sa vision devint blanche. Son cœur s'arrêta, reprit, s'arrêta, et puis des ténèbres complètes.
La dernière chose qu'elle entendit avant de tomber fut sa fille qui pleurait. Chloé criant pour sa mère, Chloé la suppliant de se réveiller, et puis rien, rien du tout. Première partie, la femme invisible, 3 mois plus tôt. Élise Dubois se tenait aux portes du château de Bois-Noir et se demandait si elle avait commis la pire erreur de sa vie. Le château était énorme, des tours de pierre noire s'élevant vers un ciel gris, des fenêtres qui brillaient d'une lumière de feu, même en plein jour, des murs si épais qu'aucune armée n'avait jamais pu les franchir. Et au-dessus de tout, la bannière du dragon, une bête argentée sur un champ bleu nuit. C'était la demeure de Damien de Bois-Noir, le roi dragon, le dernier de son espèce, le souverain le plus craint des 5 royaumes, l'homme pour qui Élise allait travailler. Elle serra Chloé plus fort contre sa poitrine. Sa fille dormait, épuisée par 3 jours de voyage, 3 jours de marche, de cachette, de course, 3 jours à regarder par-dessus son épaule, terrifiée qu'il les retrouve. Ricardo, son mari, l'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger, l'homme qui avait transformé ses promesses en mensonges écrits sur sa peau, en ecchymose et en sang. Il ne la trouverait pas ici. Personne ne venait au château de Bois-Noir sans permission. Personne ne repartait sans permission. C'était une forteresse, un sanctuaire, une prison pour certains. Peut-être, mais pour Élise, c'était la liberté. Le garde à la porte la regarda avec des yeux méfiants. « Vous êtes la nouvelle servante », dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit Élise. « Élise Dubois. J'ai été embauchée par la gouvernante. » Le garde regarda Chloé. « Et l'enfant ?»« Ma fille. On m'a dit qu'elle pouvait rester avec moi. » Le garde resta silencieux pendant un long moment. Puis il s'écarta. « La gouvernante vous attendra dans les logements des serviteurs. Allez tout droit. Ne vous égarez pas. Le roi ne tolère pas les intrus. » Élise acquiesça et franchit les portes. Elle ne se retourna pas. Il n'y avait rien à regarder en arrière. Seulement un passé rempli de douleur. Seulement un homme qui avait volé 5 années de sa vie et l'avait laissé avec rien d'autre que des cicatrices et une fille qui sursautait au moindre bruit. Cette vie était finie maintenant. C'était le début de quelque chose de nouveau. Les logements des serviteurs étaient plus petits qu'elle ne l'avait imaginé. Une seule pièce avec 2 lits, une petite commode et une fenêtre donnant sur les potagers. Mais c'était propre, c'était sûr. Et c'était à elle. Élise allongea Chloé sur l'un des lits et la couvrit avec la fine couverture qu'elle avait apportée de chez elle. Sa fille remua, mais ne se réveilla pas. Bien, elle avait besoin de repos. Elles en avaient toutes les 2 besoin. Un coup à la porte fit sursauter Élise. Elle ouvrit pour trouver une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris tirés en un chignon sévère et des yeux qui ne manquaient rien. C'était Marguerite, la gouvernante. La femme qui avait embauché Élise sur la base d'une simple lettre et d'un plaidoyer désespéré. « Vous êtes arrivée », dit Marguerite. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, mais aucune cruauté non plus, juste de l'efficacité. « Je vous donne une journée pour vous installer. Demain, vous commencerez à travailler à l'aube. Vous nettoierez l'aile est. Vous ne parlerez pas au Seigneur à moins qu'on ne vous parle. Vous n'entrerez sous aucun prétexte dans les appartements du roi. Compris ? Compris, dit Élise. Marguerite regarda par-dessus son épaule là où Chloé dormait. L'enfant peut rester dans les cuisines pendant la journée. La cuisinière la surveillera. Mais elle doit être silencieuse. Le roi a des oreilles fines et peu de patience pour le bruit. Elle sera sage. Élise le promet. C'est une bonne petite fille. Marguerite l'observa un instant. Quelque chose dans son expression s'adoucit, à peine perceptible. « Je n'ai pas toujours été gouvernante, dit-elle doucement. J'ai été une épouse autrefois.
d'un homme qui pensait que ses mains étaient faites pour punir. Elle fit une pause. « Je sais pourquoi vous êtes ici. Et je sais ce que vous fuyez. Vous êtes en sécurité dans ce château. Tant que vous respecterez les règles, comprenez-vous » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, merci. » Marguerite hocha la tête une fois, puis se tourna et s'éloigna. Ses pas résonnèrent dans le couloir de pierre, puis elle disparut. Élise ferma la porte et s'appuya contre. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait la chamade. Mais pour la première fois depuis 5 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Cette nuit-là, elle rêva de dragons. La première semaine fut épuisante. Élise se réveillait avant l'aube chaque jour. Elle nettoyait des sols qui semblaient s'étendre sur des kilomètres. Elle polissait l'argenterie jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Elle lavait le linge, battait les tapis, frottait les fenêtres. À la tombée de la nuit, elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Mais elle ne se plaignait pas. Elle ne pouvait pas se plaindre. Ce travail était tout. Ce travail signifiait de la nourriture pour Chloé, un toit au-dessus de leur tête, la sécurité contre Ricardo. Elle apprit rapidement les rythmes du château, quels seigneurs étaient bons et lesquels étaient cruels, quels gardes pouvaient être dignes de confiance et lesquels aimaient utiliser leur pouvoir pour intimider les serviteurs. Quels couloirs étaient sûrs pour marcher seuls et lesquels étaient à éviter après la tombée de la nuit. Et elle apprit des choses sur le roi. Damien de Bois-Noir était un mystère enveloppé de feu et de silence. Il était grand, plus grand que tous les hommes qu'Élise avait jamais vus. Ses cheveux étaient noirs comme minuit. Ses yeux étaient gris comme des nuages d'orage avant la foudre. Il se déplaçait dans le château comme une ombre, apparaissant et disparaissant sans prévenir. Les serviteurs chuchotaient qu'il pouvait se transformer en dragon à volonté, qu'il avait brûlé des armées entières en une seule bataille, qu'il était immortel, qu'il était maudit, qu'il était seul. Élise ne savait pas quoi croire. Ce qu'elle savait, c'est ceci. Il était différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle le vit un matin, 2 semaines après son arrivée. Elle nettoyait le couloir devant la grande salle lorsque les portes s'ouvrirent et il sortit. Elle se figea, se collant contre le mur, essayant de devenir invisible. Mais il s'arrêta. Il la regarda. Ses yeux gris, si intenses, si perçants, la regardèrent directement. Et pendant un instant, le monde disparut. « Vous êtes nouvelle » dit-il. Sa voix était grave, résonnante, comme le tonnerre qui gronde au loin. « Oui, votre majesté » Élise réussit à dire. Sa voix était à peine un murmure. « J'ai commencé il y a 2 semaines. » Il acquiesça. Son expression était illisible. « L'aile est, dit-il. C'est vous qui la nettoyez ? Oui, votre majesté. » Un autre signe de tête. Puis, presque imperceptiblement, le coin de sa bouche se leva. Mais pas tout à fait un sourire, mais quelque chose d'approchant. « Vous avez oublié une tâche à la 3e fenêtre en partant de la gauche, dit-il. 2e étage. » Et puis, il était parti, descendant le couloir avec cette grâce silencieuse et prédatrice, laissant Élise avec un cœur battant et des joues brûlantes et l'étrange sensation qu'elle venait d'être vue. Vraiment vue. Pour la première fois depuis des années, elle retourna nettoyer la fenêtre. Il n'y avait pas de tache. Elle vérifia 3 fois pour être sûre. Se moquait-il d'elle? Le roi dragon, le souverain le plus craint des 5 royaumes, avait fait une blague. Elle ne savait pas quoi penser. Mais elle y pensa pendant le reste de la journée. Chloé tomba amoureuse du château. Après les premiers jours de peur et de confusion, sa fille commença à s'épanouir. La cuisine était pleine d'odeurs merveilleuses et de personnes gentilles qui lui donnaient des friandises en cachette quand Marguerite ne regardait pas. Les jardins avaient des fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant.
Les écuries avaient des chevaux, et selon une légende murmurée, un VRA dragon que le roi montait parfois au combat. Chloé parlait sans cesse du dragon. « Maman, il est grand ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'Élise l'abordait. « Très grand, » dit Élise. « Plus grand que tout ce château. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Et il fait peur ?» Élise pensa à Damien de Bois-Noir, à ses yeux gris et à ses mouvements silencieux et au presque sourire qu'il lui avait adressé. « Je ne crois pas, dit-elle. Je pense qu'il est peut-être seul. » Pourquoi est-il seul? Parce qu'il est le seul de son espèce. Il n'y a plus d'autres dragons. Chloé resta silencieuse un instant. Puis elle dit « C'est triste, maman. Tout le monde a besoin d'amis. » Oui, Élise acquiesça. Tout le monde a besoin d'amis. Elle embrassa sa fille pour lui dire bonne nuit et souffla la bougie. Dans l'obscurité, elle pensa à ce que Chloé avait dit. Tout le monde a besoin d'amis. Une vérité si simple. Une chose si évidente. Et pourtant, en regardant autour du château, Élise réalisa que le roi n'en avait aucun. Il avait des sujets, des serviteurs et des conseillers, mais des amis, des gens qui l'aimaient pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il pouvait faire. Elle ne pouvait pas en imaginer un seul. Le lendemain matin, elle le revit. Il était dans le jardin, debout près de la fontaine, regardant quelque chose au loin. Il avait l'air fatigué. Plus fatigué qu'un homme qui pouvait se transformer en dragon ne devrait l'être. Il y avait des ombres sous ses yeux et une tension dans ses épaules qui parlait de nuits blanches et de lourds fardeaux. Élise savait qu'elle devait s'éloigner. Ce n'était pas à elle d'approcher le roi. Marguerite avait été très claire à ce sujet. Mais Chloé était avec elle. Et Chloé n'avait pas peur. Avant qu'Élise ne puisse l'arrêter, sa fille se libéra et courut vers le roi. Ses petits pieds crépitaient sur le chemin de pierre. Ses cheveux bouclés rebondissaient à chaque pas, et sa voix, claire et vive, résonna dans tout le jardin. « Excusez-moi, monsieur le roi, êtes-vous triste ?» Le cœur d'Élise s'arrêta. Elle courut après Chloé, prête à s'excuser, prête à implorer le pardon, prête à accepter n'importe quelle punition. Mais Damien s'était tourné pour regarder Chloé, et son expression n'était pas en colère. Elle était surprise. Il s'agenouilla, se mettant au niveau de Chloé. De près, Élise pouvait voir les écailles argentées qui parsemaient son cou et le dos de ses mains. L'héritage du dragon qui le marquait comme différent. « Et pourquoi pensez-vous que je suis triste, petite ?» demanda-t-il. Chloé pencha la tête. « Parce que vos yeux ressemblent aux yeux de maman quand elle se souvient du méchant. » Élise sentit son sang se glacer. Damien leva les yeux vers elle. Ses yeux gris rencontrèrent les siens et elle vit quelque chose en eux qui lui serra la poitrine. Une reconnaissance, une compréhension, une connaissance partagée de ce que signifiait porter la douleur. « Votre mère se souvient d'un méchant ?» demanda-t-il à Chloé. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Élise. Chloé hocha la tête solennellement. « Mais nous sommes en sécurité maintenant. Maman a dit que le méchant ne peut pas nous trouver ici. » Damien resta silencieux pendant un long moment. Puis, il se leva et regarda Élise directement. « Votre fille a raison, dit-il. » Sa voix était douce, presque douce. « Personne ne vous trouvera ici, je vous le promets. » Élise sentit les larmes menacer de couler. « Merci, votre majesté. » Il hocha la tête une seule fois. Puis, il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit et brillant. Il le tendit à Chloé. « Sais-tu ce que c'est ?» demanda-t-il. Chloé le prit avec précaution. C'était une écaille de dragon argenté qui captait la lumière et scintillait comme un minuscule fragment de lune. « C'est magnifique !» souffla Chloé. « C'est une écaille de dragon !» dit Damien. « Mon écaille de dragon. Je veux que tu la gardes. »
Elle te protégera. Si jamais tu as peur, serre-la fort et souviens-toi que les dragons gardent ce qu'ils chérissent. Et toi, petite, tu es maintenant sous ma protection. Chloé leva les yeux vers lui, remplis d'émerveillement. Est-ce que ça veut dire que nous sommes amis? Quelque chose changea dans l'expression de Damien. Quelque chose de doux, de vulnérable et presque douloureux. Oui, dit-il doucement. Je suppose que oui. Élise regarda sa fille enlacer les jambes du roi dragon. Elle observa l'homme le plus craint des 5 royaumes rester immobile, comme s'il avait oublié ce que l'affection pouvait être. Elle le vit lentement, hésitamment, poser une grande main sur la petite tête de Chloé. Et à cet instant, Élise Dubois tomba amoureuse. Pas du pouvoir, ni de la couronne, ni du château de Bois-Noir, pas de la richesse, ni de la sécurité, ni de la protection, de lui, de l'homme qui avait été bon avec sa fille, du dragon qui avait donné un morceau de lui-même à une petite fille, du roi solitaire qui avait besoin d'amis comme tout le monde. C'était impossible, c'était interdit, c'était la pire chose qu'elle aurait pu faire. Et il était déjà trop tard pour l'arrêter. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses qu'Élise ait connues depuis des années. Elle travaillait toujours de l'aube au crépuscule. Elle nettoyait, astiquait et frottait toujours. Mais maintenant, il y avait des moments de lumière dispersés dans ses journées. Des moments où elle croisait Damien dans les couloirs et où il lui adressait un signe de tête. Des moments où Chloé courait vers lui dans le jardin et lui montrait les dessins qu'elle avait faits. Des moments où Élise le surprenait en train de la regarder depuis l'autre bout d'une pièce bondée et où quelque chose d'électrique passait entre eux. Ils ne se parlaient jamais au-delà des formalités. Ils ne se touchaient jamais. Ils se regardaient à peine quand il y avait du monde autour. Mais Élise savait. Elle savait grâce à la façon dont il s'assurait toujours qu'il y ait des couvertures supplémentaires envoyées au logement des serviteurs avant les nuits froides. Elle savait grâce à la façon dont il avait discrètement promu Marguerite à un poste mieux rémunéré et plus respecté. Elle savait grâce à la façon dont il avait ordonné que Chloé reçoive des leçons appropriées avec les autres enfants du château. Malgré son statut, il n'était pas le monstre que le monde croyait qu'il était. C'était un homme solitaire, accablé, magnifique, qui avait oublié comment laisser les gens entrer. Et Élise voulait qu'on la laisse entrer, plus qu'elle n'avait jamais rien voulu. Mais elle était une servante, et il était un roi, et certaines distances ne pouvaient pas être franchies. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Parce que le destin avait d'autres plans. Et ces plans commencèrent avec un homme nommé Mark Sterling. Mark était le conseiller principal du roi. Il avait servi la famille de Bois-Noir pendant 20 ans. Il était beau, d'une manière pointue, calculatrice. Il souriait souvent, riait facilement, et parlait avec un charme qui incitait les gens à lui faire confiance. Élise ne lui faisait pas confiance. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid et calculateur, quelque chose qui lui rappelait Ricardo, la façon dont il regardait les gens comme s'ils étaient des pièces sur un jeu d'échecs, la façon dont son sourire n'atteignait jamais ses yeux, la façon dont il semblait toujours observer, toujours attendre, toujours planifier quelque chose. Elle essayait de rester loin de lui. Mais dans un château, il n'y avait que si peu d'endroits où se cacher. C'était un mardi quand il lui adressa la parole pour la première fois. Elle nettoyait le couloir devant la salle du conseil quand les portes s'ouvrirent et que Marc sortit. Il s'arrêta quand il la vit. Ses yeux parcoururent son corps d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Vous êtes la nouvelle servante, dit-il. Élise, n'est-ce pas? »« Oui, monseigneur, » répondit Élise. Elle garda les yeux baissés, soumise, invisible.
le masque qu'elle avait appris à porter avec Ricardo. J'ai entendu des choses sur vous, dit Marc. Sa voix était douce comme de la soie, dangereuse comme une lame. Vous venez des villages du sud. Vous êtes venu ici seul, avec un enfant. Il fit une pause. Certains pourraient se demander de quoi une femme comme vous fuit. Je ne fuis rien, dit Élise. Je suis venu ici pour travailler. Bien sûr que oui. Il se rapprocha, trop près. Élise pouvait sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher et d'étouffant. Le roi semble s'intéresser à vous, continua Marc. Ou du moins à votre fille, il a été distrait ces derniers temps, déconcentré. Certains diraient ensorcelé. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Monseigneur, vraiment pas. Il tendit la main et toucha son menton, la forçant à le regarder. Ses doigts étaient froids. Soyons clairs. Élise, le roi n'est pas votre affaire. Il a des devoirs, des obligations, un royaume à gérer. Il n'a pas de temps à consacrer aux simples servantes et à leurs enfants illégitimes, quelle que soit la fantaisie que vous vous êtes construite dans votre esprit. Je vous suggère de la laisser tomber avant que quelqu'un ne se blesse. Il relâcha son menton et recula. Son sourire était de retour, comme si rien ne s'était passé. C'était charmant de vous parler, dit-il. Nous devrions recommencer ça un de ces jours. Et puis il était parti. Élise resta dans le couloir, tremblante. Ses mains tremblaient. Sa respiration était courte et saccadée. Le masque s'était fissuré. La peur qu'elle pensait avoir laissée derrière elle remontait, menaçant de l'engloutir tout entière. Elle pensait être en sécurité ici. Elle avait eu tort, cette nuit-là. Elle serra Chloé très fort contre elle et ne dormit pas du tout. Mais si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, pensez à montrer votre soutien avec Super Thanks. Chaque contribution aide à donner vie à plus d'histoires comme celle-ci. Chaque contribution dit que ces contes d'amour et de sacrifice comptent. Chaque contribution fait partie de quelque chose de plus grand que chacun de nous. Parce que des histoires comme celle d'Élise, elles doivent être racontées. Et les gens comme vous sont ceux qui rendent cela possible. Et maintenant, laissez-moi vous ramener là où nous nous étions arrêtés, au moment qui a tout changé, au jour où le roi dragon s'est effondré. C'était 3 jours après la rencontre d'Élise avec Marc. Quelque chose n'allait pas chez le roi. Élise l'a remarqué en premier au petit déjeuner. Damien était toujours le premier dans la grande salle. Il s'asseyait à la tête de la longue table, examinant des documents pendant que les serviteurs apportèrent de la nourriture. Mais ce matin-là, il était en retard. Et quand il est finalement arrivé, il avait l'air pâle, tiré. Il y avait des cernes sous ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Les seigneurs l'ont remarqué aussi. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards inquiets à leur roi, mais personne ne disait rien, parce qu'on ne questionnait pas le roi dragon, même pas quand il avait l'air que la mort frappait à sa porte. Élise voulait dire quelque chose. Elle voulait demander s'il allait bien, mais que pouvait dire une servante à un roi? Quel droit avait-elle de s'inquiéter? Alors elle observait. Elle s'inquiétait, et elle priait tous les dieux qui pouvaient l'entendre, qu'il aille bien. Il n'allait pas bien. À midi, son état avait empiré. Ses mains tremblaient. Sa peau avait pris une teinte grisâtre. Il a trébuché une fois, dans le couloir devant son bureau, et a dû se retenir au mur. Élise était là. Elle a vu la scène. Elle a vu la peur qui a traversé son visage, la réalisation que quelque chose allait profondément, terriblement mal. Leurs regards se sont croisés. « Élise, dit-il. » Sa voix était rauque, tendue. « Vous ne devriez pas être ici, Votre Majesté. »
commença-t-elle. Allez-vous-en, dit-il. Je vous en prie. Avant que... Il n'a pas fini sa phrase, parce qu'à ce moment précis, ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré. Élise a crié. Les heures qui ont suivi furent un chaos. Des gardes qui courent, des seigneurs qui crient, des guérisseurs convoqués de tous les coins des 5 royaumes. Le roi dragon fut transporté dans ses appartements, où les meilleurs médecins du royaume l'examinèrent et arrivèrent à une conclusion terrifiante. Il avait été empoisonné. Pas n'importe quel poison. Du venin de dragon. La seule substance capable de nuire à un métamorphe dragon de l'intérieur. C'était rare, presque impossible à obtenir, et mortel au-delà de toute mesure. Le roi dragon avait 48 heures à vivre, à moins que quelqu'un avec du sang humain pur ne puisse transférer la malédiction par un baiser, un vrai baiser. Lèvre contre lèvre, cœur contre cœur. L'humain absorberait une partie du poison, le neutralisant suffisamment pour que le sang de dragon du roi puisse combattre le reste. Mais il y avait un risque. L'humain pourrait mourir. Le transfert pourrait être trop violent pour son corps mortel. Il pourrait absorber trop de malédictions et périr à la place du roi. C'était une sentence de mort enveloppée dans un remède. Les seigneurs se sont réunis. Le conseil a débattu. Des volontaires ont été appelés. Personne ne s'est présenté. Bien sûr que non. Pourquoi quelqu'un risquerait-il sa vie pour un roi qui inspirait plus de crainte que d'amour? Pourquoi quelqu'un se sacrifierait-il pour un homme qui avait tenu tout le monde à distance pendant des décennies? Marcus Sterling se tenait à la tête du conseil, le visage masqué d'inquiétude. « Quelle tragédie !» dit-il. « Si seulement il y avait quelqu'un prêt à faire ce sacrifice. Mais nous ne pouvons demander à personne de jeter sa vie. Nous devons accepter que le destin du roi soit scellé. » Élise écoutait depuis la porte, invisible comme toujours. Chloé était avec elle, serrant cette écaille de dragon comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Maman, » chuchota Chloé, « le roi va mourir ?» Élise ne savait pas quoi répondre. La vérité était trop terrible, le mensonge trop fragile. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-elle. « Je ne sais pas. » Mais elle savait. Elle savait qu'elle pouvait le sauver. Elle savait qu'elle avait du sang humain pur, non souillé par aucun héritage surnaturel. Elle savait que son baiser pouvait transférer le poison. Elle savait qu'elle pourrait mourir dans le processus. Et elle savait, avec une certitude qui la terrifiait, qu'elle allait le faire de toute façon, parce qu'elle l'aimait, parce que Chloé l'aimait, parce qu'il était la première personne en 5 ans qui l'avait fait se sentir en sécurité, parce que certaines choses valaient la peine de mourir. Élise prit sa décision. Elle laissa Chloé avec Marguerite, qui la regarda avec des yeux connaisseurs et ne posa pas de questions. Elle traversa les couloirs du château de Bois-Noir, devant les gardes, les seigneurs et les conversations chuchotées. Elle marcha jusqu'à ce qu'elle atteigne les appartements du roi. Et ses portes étaient gardées par 2 hommes qui la regardèrent comme si elle n'était rien. Une servante, une moins que rien, une femme invisible qui n'avait rien à faire ici. « Je dois voir le roi, » dit Élise. « Personne ne voit le roi, » répondit l'un des gardes. « Je peux le sauver. » Les gardes échangèrent un regard, puis, lentement, ils s'écartèrent. Élise poussa les portes et entra dans la chambre. Damien était allongé sur un lit immense, entouré de médecins qui semblaient impuissants. Sa peau était grise maintenant, presque translucide. Sa respiration était superficielle, laborieuse, faible. Il était en train de mourir. Élise s'approcha du chevet. Les médecins s'écartèrent devant elle, trop choqués pour l'arrêter. Elle baissa les yeux sur l'homme qu'elle aimait, le roi qu'elle avait observé depuis l'ombre, le dragon qui avait donné une écaille à sa fille et l'avait appelé son ami. Elle toucha sa joue,
froide, si froide. Je vais te sauver, chuchota-t-elle, même si ça me tue. Et elle se pencha. Ses lèvres touchèrent les siennes. Le monde explosa dans une lumière dorée. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Maintenant, vous savez pourquoi Élise est allongée inconsciente dans un lit, son corps marqué de lignes dorées qui pulsent d'une lumière mourante. Maintenant, vous savez pourquoi Chloé pleure au chevet de sa mère, serrant cette écaille de dragon à deux mains. Maintenant, vous savez pourquoi tout le royaume retient son souffle, attendant de voir si la servante qui a embrassé le roi vivra ou mourra. Mais ne partez pas encore, parce qu'il y a tellement plus dans cette histoire. Ce que vous ne savez pas, c'est que Marcus Sterling observe depuis l'ombre, observant avec des yeux froids et calculateurs, regardant son plan commencer à s'effondrer, parce que c'est Marcus qui a empoisonné le roi. Marcus est celui qui a lentement administré du venin de dragon à Damien pendant des mois. Marcus est celui qui voulait le trône pour lui-même. Marcus est celui qui n'a jamais pensé que quelqu'un serait assez fou, assez aimant, assez courageux pour essayer de sauver la vie du roi. Élise a tout gâché, et Marcus ne va pas la laisser s'en tirer. L'histoire ne fait que commencer. Restez avec moi, parce que ce qui va suivre va tout changer. Deuxième partie, l'accusation. 2 jours avant le baiser. Élise fit une découverte qui allait lui coûter tout. Il était tard dans la nuit. Chloé dormait dans leur petite chambre. Élise avait été envoyée nettoyer la salle du conseil après une réunion d'urgence qui s'était prolongée après minuit. Les seigneurs étaient partis précipitamment. Des papiers éparpillés sur la longue table, des bougies encore allumées. Élise ramassait les papiers pour les ranger quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite bouteille en verre avait roulé sous la table. Elle était violet foncé, presque noire, avec un bouchon de liège et un étrange éclat dans le liquide à l'intérieur. Élise la ramassa, au moment où ses doigts touchèrent le verre. Elle sentit une vague de malaise l'envahir. Quelque chose de sombre, quelque chose de mortel, quelque chose qui n'avait pas sa place dans le château de Bois-Noir. Elle leva la bouteille à la lumière des bougies. Le liquide à l'intérieur semblait bouger tout seul, tourbillonnant et s'enroulant comme une créature vivante. « Qu'avez-vous là ?» Élise se retourna brusquement. Marcus Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage à moitié caché dans l'ombre. Son sourire était là, comme toujours. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux étaient calculateurs, mesurants, décidant quelque chose. « Je l'ai trouvé par terre, » dit Élise. Elle tendit la bouteille. Elle a dû être oubliée après la réunion. Marcus ne bougea pas. « Quelle chance que vous l'ayez trouvée. C'est une substance de grande valeur, très rare. Qu'est-ce que c'est ? Rien de ce qui va suivre ne devrait vous préoccuper. Absolument rien. » Il s'avança lentement vers elle, chaque pas, délibéré, chaque pas le rapprochant. Élise sentit son cœur s'emballer. La peur, qu'elle connaissait si bien, montait dans sa poitrine. « Donne-moi la fiole », dit Marcus. Élise la lui tendit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Sa peau était froide, froide comme un reptile. « Merci, dit-il. Maintenant, oublie que tu as vu ça. Tu comprends ? Oui, monseigneur. » Il l'étudia longuement. Puis, il se retourna et s'éloigna, la fiole disparaissant dans la poche de son manteau. Élise resta seule dans la salle du conseil, tremblante. Elle ne savait pas ce que contenait cette fiole, mais elle savait, avec une certitude absolue, que c'était lié à quelque chose de terrible, et elle savait que Marcus de Bois-Noir était au centre de tout ça, le lendemain. Les accusations commencèrent,
Élise nettoyait le grand hall quand les portes s'ouvrirent en grande et que des gardes entrèrent en masse. Ils étaient suivis par Marcus, le visage crispé par une furie juste, et derrière lui, plusieurs seigneurs, leurs expressions allant du choc à la satisfaction. « Saisissez-la !» ordonna Marcus. Élise laissa tomber son chiffon. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Les gardes lui agrippèrent les bras. Leur prise était de fer, infranchissable. « Élise Dubois !» annonça Marcus d'une voix assez forte pour que toute la salle l'entende. « Vous êtes accusée de vol. Plus précisément, du vol de bijoux royaux dans les appartements de la reine. » Élise sentit le sang se retirer de son visage. « Je n'ai rien volé. Je n'ai même pas accès aux appartements de la reine. »« Nous allons voir ça, » dit Marcus. « Apportez ses affaires. » Une servante se précipita, portant le petit sac d'Élise, le seul sac qu'elle possédait, le sac qui contenait tout ce qu'elle avait emporté de son ancienne vie. Marcus prit le sac et le vida par terre. Les vêtements d'Élise tombèrent, les dessins de Chloé, une lettre de sa mère qu'elle avait gardée pendant des années. Et puis, scintillant à la lumière du matin, quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Élise, des bijoux, un collier de rubis, un bracelet de saphir, une bague avec un diamant si gros qu'il capturait chaque rayon de lumière dans la pièce. Élise les regarda avec horreur. « Ils ne sont pas à moi. Je ne les ai jamais vus de ma vie. »« Étrange, » dit Marcus. « Comment ils ont fini dans votre sac alors ? Quelqu'un les a mis là. Quelqu'un essaie de me piéger. Et qui ferait une chose pareille ?» Élise regarda Marcus. Elle regarda ses yeux froids, son sourire calculateur et la lueur de satisfaction dans son expression. « Vous, dit-elle, vous avez fait ça. » La pièce devint silencieuse. Marcus rit, un rire froid, vide. « Moi ? Pourquoi me donnerais-je la peine de piéger une simple servante ? Vous surestimez votre importance, femme, et vous insultez mon honneur. » Il fit un signe de tête aux gardes. « Emmenez-la au cachot. Elle sera jugée pour vol et trahison. La peine pour avoir volé la famille royale est la mort. » Élise cria. Elle se débattit contre les gardes. Elle appela à l'aide. N'importe qui. Mais personne ne bougea. Personne ne parla. Les seigneurs regardaient avec des yeux distants. Les serviteurs détournaient le regard. Elle n'était rien pour eux. Juste une servante. Juste une personne insignifiante. Juste un inconvénient à éliminer, alors que les gardes l'entraînaient vers la porte. Elle entendit un son qui brisa ce qui restait de son cœur. Maman, Chloé entra en courant dans le hall, son petit visage couvert de larmes. Elle avait entendu la commotion depuis la cuisine. Elle était venue chercher sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il t'emmène ?» Élise cessa de se battre. Elle regarda sa fille avec des yeux pleins d'amour et de désespoir. « Tout va bien, mon bébé, dit-elle. Tout va bien se passer. Reste avec Marguerite. Elle prendra soin de toi. »« Non !» cria Chloé. « Non, maman, ne me quitte pas !» Elle courut vers Élise, mais l'un des gardes l'attrapa, la souleva du sol, la retint alors qu'elle se débattait et criait « Maman ! Maman !» Élise sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qui l'avait maintenue ensemble toutes ces années. Quelque chose qui se brisa maintenant en 1000 morceaux. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime tellement. Sois courageuse pour moi. Sois courageuse. » Et puis les gardes la sortirent du hall. Et les cris de Chloé la suivirent dans le couloir, dans l'obscurité, dans le cachot où elle attendrait son exécution. Seul, le cachot était froid, sombre, humide. Élise était assise sur le sol de pierre, le dos contre le mur, les yeux fixés sur le vide.
Elle avait cessé de pleurer il y a des heures. Il n'y avait plus de larmes, seulement le vide. Seulement la douleur sourde de la perte. Elle pensa à Chloé, à sa fille enfermée dans ce château sans mère pour la protéger, à ce qui lui arriverait après l'exécution d'Élise. Marguerite prendrait-elle soin d'elle? Finirait-elle dans la rue? Ricardo la retrouverait-il d'une manière ou d'une autre? Ses pensées étaient une torture, pire que toute douleur physique, pire que tout ce que Marcus pourrait lui faire. Elle avait échoué. Elle était venue dans ce château pour offrir une vie meilleure à Chloé, et au lieu de ça, elle avait tout détruit. Le bruit de pas résonna dans le couloir. Élise leva les yeux. Une silhouette apparut au barreau de sa cellule, grande, sombre, familière. Damien. Le roi dragon se tenait devant elle, ses yeux gris scrutant son visage. Il avait l'air terrible, pâle, faible. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées. Mais il était là, il était venu. « Votre Majesté », murmura Élise, « que faites-vous ici ?»« J'ai entendu ce qui s'est passé », dit Damien. Sa voix était rauque, tendue. « Je suis venu dès que j'ai pu. Vous ne devriez pas être ici. Vous n'êtes pas bien. Vous devriez vous reposer. Je devrais être mort. Mais nous en sommes là. » Il agrippa les barreaux de sa cellule. Ses mains tremblaient. Le poison se frayait déjà un chemin dans son organisme, même si aucun d'eux ne le savait encore. « Dites-moi la vérité, dit-il. Avez-vous volé ces bijoux ?»« Non. » Élise soutint son regard sans ciller. « Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Quelqu'un les a mis dans mon sac. Quelqu'un veut que je disparaisse. »« Qui ?» Élise hésita. Elle pensa à la fiole qu'elle avait trouvée, au liquide violet qui bougeait comme un être vivant, aux yeux froids de Marcus quand il l'avait trouvée en train de la tenir. « Je ne sais pas, dit-elle finalement. Mais j'ai mes suspicions. » Damien resta silencieux pendant un long moment, puis il passa la main à travers les barreaux et toucha son visage. Ses doigts étaient nés froids, mais doux, tellement doux. « Je vous crois, dit-il. » Élise sentit les larmes revenir, chaudes et brûlantes. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je vous observe depuis 3 mois. Parce que j'ai vu comment vous traitez les autres serviteurs. Comment vous vous occupez de votre fille. Comment vous travaillez 2 fois plus dur que les autres parce que vous êtes reconnaissante d'avoir la chance d'être ici. » Damien fit une pause. « Un voleur n'a pas des yeux comme les vôtres. Un voleur n'aime pas comme vous aimez. » Élise ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge. « Je vais vous sortir d'ici, » dit Damien. « Je vais découvrir qui a fait ça et le faire payer. Je vous le promets. Mais le conseil répond de moi. Je suis toujours le roi. Et je ne laisserai pas une femme innocente mourir à cause de jeux politiques. » Il relâcha les barreaux et recula. Ses jambes étaient tremblantes. Sa respiration était laborieuse. Quelque chose n'allait vraiment pas chez lui. « Sois forte, dit-il. Je reviendrai. Je vais arranger ça. » Et puis, il disparut, s'évanouissant dans l'obscurité, laissant Élise seule, avec une chose fragile appelée l'espoir. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle le verrait debout. Elle ne savait pas que dans moins de 24 heures, il s'effondrerait. Elle ne savait pas que le poison que Marcus lui avait administré atteindrait finalement sa concentration fatale. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait regardée et avait vu la vérité. Quelqu'un l'avait cru. Et ce quelqu'un était le roi dragon. Les heures passèrent lentement dans le cachot. Élise ne dormait pas. Elle ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Chloé, entendait sa fille crier après elle, sentait le poids de son échec l'écraser la poitrine. Elle pensa à sa vie, à tous les choix qui l'avaient menée ici, à Ricardo et aux années de douleur
au courage qu'il lui avait fallu pour enfin partir, à l'espoir qu'elle avait ressenti en franchissant les portes du château de Bois-Noir. Elle pensa à Damien, à ses yeux gris et à sa gentillesse discrète, à la façon dont il avait donné cette écaille de dragon à Chloé, à la promesse dans sa voix quand il avait dit qu'il arrangerait ça. Elle voulait le croire. Elle voulait croire que la justice existait, que la vérité importait, que l'amour pouvait triompher de la cruauté. Mais elle avait cru avant. Elle avait cru que Ricardo changerait. Elle avait cru que si elle était assez bonne, assez patiente, assez aimante, les choses s'amélioreraient. Ça n'était jamais arrivé. Pourquoi cela serait-il différent? Une agitation dans le couloir interrompit ses pensées. Des cris, des pas qui courent, quelqu'un qui hurle après un guérisseur. Élise se pressa contre les barreaux, essayant de voir ce qui se passait. Un garde courut devant sa cellule. Son visage était blanc de terreur. « Le roi s'est effondré !» cria-t-il. « Que quelqu'un trouve un médecin !» Le cœur d'Élise s'arrêta. Damien. Elle agrippa les barreaux et les secoua. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle. « Laissez-moi sortir !» Mais personne ne l'entendit. Personne ne vint. Tout le château était dans le chaos, et elle était piégée dans un cachot, impuissante à faire quoi que ce soit. Elle s'effondra sur le sol. L'homme qu'elle aimait était en train de mourir, et elle ne pouvait rien faire. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, parce que le destin, il s'avère, avait une autre surprise en réserve, et cette surprise allait tout changer. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez la douleur, l'espoir et la peur d'Élise, pensez à montrer votre soutien avec Super Thanks. Chaque contribution maintient ces histoires en vie. Chaque contribution dit que l'amour et le sacrifice comptent. Chaque contribution devient partie intégrante de quelque chose de beau. Parce que des histoires comme celle-ci ne se racontent pas d'elles-mêmes. Elles ont besoin de gens qui se soucient, des gens comme vous. Et maintenant, continuons. Revenons au moment où tout a changé. Il était minuit quand Marguerite vint à la cellule d'Élise. La vieille gouvernante avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Son visage était tiré, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ses mains tremblaient alors qu'elle tâtonnait avec les clés. « Marguerite ?» Élise se pressa contre les barreaux. « Que se passe-t-il? Est-ce que le roi ?»« Il est mourant, » dit Marguerite. Sa voix se brisa sur ces mots. « Ils disent qu'il a été empoisonné. Venin de dragon. Il n'y a qu'un seul remède, et personne n'est prêt à l'essayer. » Quel remède? Un baiser d'un humain avec du sang pur. Mais le transfert est dangereux. L'humain pourrait mourir. Élise sentit quelque chose changer en elle. Une décision se prendre avant que son esprit ne puisse la rattraper. « Laissez-moi sortir, » dit-elle. Marguerite la regarda. « Êtes-vous folle? Vous êtes une prisonnière. Vous êtes accusée de vol. Si vous montez là-haut maintenant, ils vous exécuteront sur le champ. Alors je mourrai en le sauvant au lieu de mourir dans le déshonneur. » Marguerite resta silencieuse. « S'il vous plaît, » murmura Élise. « Je l'aime. Je sais que c'est impossible. Je sais que c'est interdit. Mais je l'aime et je ne peux pas le laisser mourir. Pas quand j'ai le pouvoir de le sauver. » Marguerite l'étudia pendant un long moment. Puis, lentement, elle ouvrit la porte de la cellule. « Allez, » dit-elle. « Les gardes sont tous distraits. Prenez l'escalier de service. Je m'occuperai de Chloé jusqu'à votre retour. » Elle fit une pause. « Si vous revenez. » Élise attrapa les mains de Marguerite et les serra. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous pourriez mourir là-haut. Alors au moins, je mourrai en faisant quelque chose qui compte. » Élise courut. Elle courut à travers les couloirs sombres, en haut des escaliers en colimaçon, devant les gardes distraits.
Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes implorent du repos. Elle courut jusqu'à ce qu'elle atteigne les appartements du roi. Les portes étaient ouvertes. Des seigneurs et des médecins remplissaient la pièce, tous affichant des expressions de désespoir. Élise les repoussa. Et il était là, Damien, allongé sur son lit, la peau grise, la respiration superficielle, sa vie s'échappant à chaque seconde qui passe. Elle s'approcha de lui. Quelqu'un lui attrapa le bras. La servante? Que fait-elle ici? Elle est censée être dans le cachot. Laissez-la partir, dit une voix. Tout le monde se retourna. Héléna de Bois-Noir, la mère du roi, se tenait dans un coin de la pièce. C'était une femme sévère, avec des cheveux argentés et des yeux qui pouvaient percer l'acier. Elle n'avait jamais parlé à Élise, n'avait jamais même reconnu son existence. Mais maintenant, elle regardait Élise avec une expression qui aurait pu être de l'espoir. « Laissez-la essayer, dit Héléna. Qu'avons-nous à perdre ?» La main relâcha le bras d'Élise. Elle se retourna vers Damien. « 3 secondes, pensa-t-elle. J'ai 3 secondes pour décider. » Mais elle avait déjà décidé. Elle avait décidé au moment où Marguerite lui avait parlé du remède. Elle avait décidé au moment où elle était tombée amoureuse d'un roi solitaire qui avait besoin d'amis. Elle se pencha et elle l'embrassa. Le monde explosa dans une lumière dorée. Et l'histoire, qui a commencé avec 3 secondes, devint l'histoire d'une vie. 3e partie. Le réveil. Élise ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Le plafond au-dessus d'elle était inconnu, en pierre, ancien, peint avec des fresques fanées de dragons en vol. La lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, dorées et chaudes. Elle essaya de bouger et haleta. Tout son corps était douloureux. Pas la douleur aiguë d'une blessure, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui atteignait ses os, son sang, son âme même. On aurait dit qu'elle avait été déchirée et remise en place, comme si elle était morte et avait été rebornée. « Maman !» La voix traversa le brouillard dans son esprit. Petite, désespérée, aimée. Élise tourna la tête. Chloé était assise à côté du lit, son visage couvert de larmes. Ses petites mains serrant si fort cette écaille de dragon que ses jointures étaient blanches. Au moment où les yeux d'Élise croisèrent les siens, Chloé fondit en larmes fraîches. « Maman, tu t'es réveillée. Tu t'es réveillée. » Elle se jeta sur le lit, serrant de ses petits bras le cou d'Élise. Élise serra sa fille contre elle, sentant ses propres larmes couler. « Je croyais que tu étais morte, maman, » sanglota Chloé. « Tu as dormi si longtemps. Il disait que tu ne te réveillerais peut-être jamais. »« Combien de temps ?» murmura Élise. Sa voix était rauque, abîmée. « Combien de temps ai-je dormi ?»« 3 jours, 3 jours. » Élise ferma les yeux. 3 jours de ténèbres, 3 jours de néant. 3 jours où sa fille était assise près de son lit, attendant, espérant, priant. « Je suis désolée, » dit Élise. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait peur. »« C'est pas grave, maman. » Chloé se recula et la regarda avec ses grands, beaux yeux. « Tu as sauvé le roi. Tout le monde le dit. Tu es une héroïne. » Élise ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait comme une femme qui avait joué avec sa vie et qui avait en quelque sorte gagné, à peine. « Le roi, dit-elle soudainement, est-ce qu'il... » « Il est vivant. » Une nouvelle voix, grave, résonnante, familière. Élise regarda vers la porte. Damien se tenait là, la regardant avec ses yeux gris qui avaient hanté ses rêves pendant 3 mois. Il avait l'air différent, plus fort.
Le gris avait quitté sa peau. Les ombres avaient disparu de ses yeux. Il était vivant, vraiment vivant. Et il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « Tu as failli mourir en me sauvant la vie. Je devais le faire », murmura Élise. « Non, tu n'étais pas obligée. Tu étais prisonnière. Tu étais accusée de crimes que tu n'avais pas commis. Tu avais toutes les raisons de me laisser mourir. Mais au lieu de ça, » il fit une pause, dégluti. « Au lieu de ça, tu m'as embrassé. Tu as pris mon poison en toi. Tu as failli mourir pour un homme que tu connaissais à peine. » Élise sentit des larmes couler sur ses joues. Je connaissais assez. Damien traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il s'agenouilla à côté de son lit, son visage au même niveau que le sien, de si près. Elle pouvait voir les écailles argentées le long de sa mâchoire, en l'ancienne puissance qui se cachait derrière ses yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Élise le regarda. Cet homme qui avait été gentil avec sa fille, qui l'avait cru quand personne d'autre ne le voulait, qui était venu dans sa cellule, alors même qu'il était mourant. « Parce que je t'aime », dit-elle. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Simple, vrai, impossible. Damien ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes retenues. « Je t'aime depuis le premier instant où je t'ai vu », dit-il. Ce jour-là, dans le couloir, quand tu lavais les carreaux, tu as levé les yeux vers moi, avec ses yeux dorés, et quelque chose en moi s'est brisé, quelque chose qui était gelé depuis des décennies. Il tendit la main et toucha son visage. « Je t'ai dit qu'il y avait une tache sur la vitre parce que je voulais une excuse pour te parler. Il n'y avait pas de tache. Il n'y a jamais eu de tache. »« Je sais, » murmura Élise. « J'ai vérifié. » Damien rit, un vrai rire, chaleureux, merveilleux et complètement inattendu de la part du redouté roi dragon. « Bien sûr que tu as vérifié. » Il se pencha en avant et pressa son front contre le sien. Sa peau était chaude maintenant. Le feu du dragon était revenu. « Je t'aime, dit-il. Élise Dubois, je t'aime de tout mon cœur brisé, meurtri, solitaire. Et si tu me le permets, mais je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Élise ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient trop vite. La joie était trop grande pour les mots. Alors, elle lui répondit de la seule façon qu'elle pouvait. Elle l'embrassa. Et cette fois, le baiser n'était pas une question de poison, ou de malédiction, ou de sauver des vies. Cette fois, le baiser était juste une question d'amour. Pur, simple, vrai. Quand ils finirent par se séparer, Chloé gloussait. « Ça veut dire que le roi va être mon nouveau papa ?» demanda-t-elle. Damien regarda la petite fille avec ses cheveux bouclés, son écaille de dragon et son absence totale de peur. « Seulement si tu le veux, » dit-il. Chloé réfléchit à cela pendant un moment. Puis, elle acquiesça, solennellement. « Je pense que ce serait acceptable. » Damien rit de nouveau. Et Élise rit. Et pendant un instant, tout était parfait. Mais la perfection ne dure jamais, parce que Marc-Antoine Sterling était toujours là, à l'extérieur, toujours en train de comploter, toujours déterminé à détruire tout ce qu'Élise avait construit. Et son prochain coup était déjà en marche. La nouvelle du réveil d'Élise se répandit dans le château comme une traînée de poudre, à la nuit tombée. Tout le monde connaissait l'histoire. La servante qui avait embrassé le roi, l'humaine qui avait absorbé le poison du dragon, la femme qui était morte et revenue avec d'étranges marques dorées sur sa peau. Élise découvrit les marques quand Marguerite l'aida à se baigner ce soir-là. Elle courait le long de ses bras, de son cou, de ses épaules.
de fines lignes d'or qui pulsaient faiblement dans l'obscurité. Elles ne faisaient pas mal. Elles ne faisaient rien, autant qu'elles pouvaient en juger, mais elles étaient indéniablement là. La malédiction, expliqua Marguerite. Une partie est restée en toi. T'as changé. Changé. Comment? Personne ne le sait. Tu es la première humaine à avoir jamais survécu à un transfert de malédiction de dragon. Les érudits sont hors d'eux de curiosité. Élise regarda son reflet dans le miroir, les lignes dorées qui traçaient des motifs sur sa peau, la faible lueur dans ses yeux couleur de miel qui n'était pas là auparavant. « Suis-je encore humaine ?» demanda-t-elle. Marguerite sourit doucement. « Tu es toujours Élise. C'est ce qui compte. » Mais tout le monde ne le voyait pas de cette façon. Le lendemain matin, Élise fut convoquée dans la grande salle. Elle traversa les couloirs avec Chloé à ses côtés et Damien marchant derrière eux. Le roi avait insisté pour l'escorter personnellement. Il ne l'avait pas quittée d'une semelle depuis son réveil. La grande salle était remplie de seigneurs, de gardes et de serviteurs. Tout le monde voulait voir la femme qui avait sauvé le roi dragon. Tout le monde voulait juger par lui-même si elle était une héroïne ou une menace. Marc-Antoine Sterling se tenait au premier rang de la foule. Il avait l'air le même que d'habitude, beau, charmant, son sourire fermement en place. Mais Élise pouvait voir la froide fureur derrière ses yeux. Elle avait ruiné ses plans. Elle avait sauvé l'homme qu'il avait essayé de tuer. Et maintenant, il allait lui faire payer. « Mes seigneurs et mes dames », commença Marc-Antoine, s'adressant à la foule. « Nous sommes ici pour discuter d'une affaire de la plus haute importance. Il y a 3 jours, cette femme, il fit un geste vers Élise, a accompli un acte qui a sauvé la vie de notre roi. Pour cela, elle mérite notre gratitude. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le mot « mais » allait arriver. Elle pouvait le sentir. « Mais, » continua Marc-Antoine, « nous devons également tenir compte des circonstances. Cette femme était prisonnière. Elle était accusée de vol. Elle s'est échappée du cachot sans permission. Et maintenant, elle porte la magie du dragon dans son sang. » Il fit une pause pour un effet dramatique. « Comment savons-nous qu'elle n'a pas orchestré toute cette situation ? Comment savons-nous qu'elle ne travaillait pas avec l'assassin qui a empoisonné le roi ? Comment savons-nous qu'elle n'a pas prévu d'absorber le poison afin de pouvoir l'utiliser contre nous plus tard ?» La foule murmura. Certains avaient l'air sceptiques, d'autres avaient l'air inquiets. Élise sentit ses mains commencer à trembler. La peur était revenue, la même peur qu'elle avait ressentie avec Ricardo, la même impuissance, la même certitude que quoi qu'elle dise, personne ne la croirait. « C'est absurde !» La voix de Damien trancha le murmure ambiant. Il s'avança, ses yeux gris étincelants d'une rage à peine contenue. « Élise Dubois est innocente, dit-il. Elle a été piégée pour le vol. J'ai déjà ordonné une enquête. Et quant au poison... » Il fit une pause, regardant autour de la pièce. « Elle a failli mourir en me sauvant la vie. Elle porte sur son corps des marques qui ne s'effaceront jamais. Elle a souffert pendant 3 jours dans l'obscurité, pendant que sa fille pleurait à son chevet. Et vous osez suggérer qu'elle est une traîtresse ? Je ne fais que soulever des questions qui doivent être répondues, » dit Marcus avec douceur. « Pour la sécurité du royaume. »« Mais alors laissez-moi y répondre, » grogna Damien. « Élise n'est pas une menace. Elle est une héroïne. Elle est sous ma protection personnelle. Et quiconque suggérera le contraire devra répondre de ses actes devant moi. » La pièce devint silencieuse. Le sourire de Marcus ne vacilla pas. « Bien sûr, Votre Majesté, je ne voulais manquer de respect à personne. Je souhaite seulement assurer la sécurité du royaume.
La sécurité du royaume n'est pas votre préoccupation, dit Damien, sa voix glaciale. Votre préoccupation est de me servir. Et je commence à me demander si vous vous en souvenez. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Marcus. De la peur, de la colère. Élise ne pouvait pas dire « J'ai toujours servi la famille de Bois-Noir avec loyauté », dit Marcus. 20 ans de loyaux services. Alors continuez à servir avec loyauté, répondit Damien. Et laissez Élise tranquille. Il tourna le dos à Marcus et s'approcha d'Élise. Il prit sa main dans la sienne, un geste qui fit halter toute la pièce. « Cette femme m'a sauvé la vie », annonça-t-il. « Et j'ai l'intention d'honorer cette dette. À partir d'aujourd'hui, Élise Dubois n'est plus une servante. Elle est une invitée de la famille royale. Elle aura des appartements dans l'aile Est. Sa fille recevra la meilleure éducation. Et quiconque lui manquera de respect subira ma colère. » Il regarda autour de la pièce, défiant quiconque d'objecter. Personne ne le fit. « Bien, » dit Damien, « cette audience est terminée. » Il conduisit Élise hors de la grande salle, Chloé sautillant à côté d'eux. La foule s'écarta devant eux comme des vagues devant un navire. Élise ne se retourna pas, mais elle savait que Marcus la regardait, qu'il planifiait, qu'il attendait. La bataille était loin d'être terminée. Cette nuit-là, Élise trouva une lettre sous sa porte. Elle était écrite sur du papier fin. L'écriture élégante et précise. Il n'y avait pas de signature. Mais elle savait de qui elle venait. « Tu crois avoir gagné », disait la lettre. « Tu crois que l'amour du roi te protégera, mais tu te trompes. Je joue à ce jeu depuis 20 ans. J'ai survécu à des reines, à des princes et à des menaces bien plus grandes que toi, et je te survivrai aussi. Profite de ta victoire tant qu'elle dure. Ce ne sera pas long. » Élise lut la lettre 3 fois, puis elle se dirigea vers la cheminée et la brûla. Elle n'aurait pas peur. Elle avait affronté pire que Marcus Sterling. Elle avait affronté Ricardo. Elle avait affronté la mort elle-même, et elle avait survécu. Elle survivrait à cela aussi. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin d'éléments de preuve. Elle devait démasquer Marcus pour ce qu'il était réellement avant qu'il ne la détruise. Et elle savait exactement par où commencer. La bouteille violette, avec le liquide qui bougeait comme une chose vivante. La bouteille que Marcus lui avait prise dans la salle du conseil. Si elle pouvait trouver cette bouteille, si elle pouvait prouver que c'était du venin de dragon, elle pourrait relier Marcus à la tentative d'assassinat. Elle devait juste trouver où il l'avait caché. Au cours des jours suivants, Élise commença à observer Marcus. Elle l'observait pendant les repas, notant à qui il parlait et ce qu'il disait. Elle l'observait dans les couloirs, suivant ses mouvements à travers le château. Elle l'observait pendant les réunions du conseil, étudiant ses expressions quand Damien mentionnait l'enquête sur l'empoisonnement. Et elle remarqua quelque chose d'intéressant. Chaque soir, juste après le coucher du soleil, Marcus disparaissait pendant exactement 1 heure. Il sortait par une porte latérale près de la cuisine et ne revenait qu'une fois les étoiles sorties. Où allait-il? Que faisait-il? Élise avait l'intention de le découvrir. La 4e nuit, elle le suivit. Elle attendit que Chloé soit endormie, puis se faufila hors de ses appartements et se dirigea vers la porte latérale. Elle se déplaça silencieusement, restant dans l'ombre, utilisant toutes les compétences qu'elle avait acquises pendant ces années avec Ricardo. Comment être invisible? Comment se déplacer sans bruit? Comment survivre? Marcus quitta le château et se dirigea vers les jardins. Élise suivit à distance, restant derrière les haies et les statues, ne le perdant jamais de vue. Il marcha pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il atteigne un petit bâtiment à la lisière de la propriété. Un vieux hangar,
à peine utilisé. Il regarda attentivement autour de lui, puis se faufila à l'intérieur. Élise attendit. 10 minutes passèrent, 20, 30. Finalement, la porte s'ouvrit et Marcus sortit. Il portait quelque chose, un petit coffre, caché sous son manteau. Il retourna vers le château, se déplaçant rapidement maintenant. Élise suivit, mais cette fois, elle fit une erreur. Elle marcha sur une branche sèche. Le craquement résonna dans la nuit comme un coup de feu. Marcus se figea. Puis, lentement, il se retourna. « Qui est là ?» demanda-t-il. Élise se colla contre un arbre, retenant son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je sais que tu es là, » dit Marcus. « Sors maintenant, et peut-être que je serai miséricordieux. » Élise ne bougea pas. Marcus attendit. Le silence s'étira. Finalement, il secoua la tête et se détourna. « Probablement juste un animal, » marmonna-t-il. « Je deviens paranoïaque avec l'âge. » Il continua vers le château. Élise expira. C'était passé près, trop près. Mais elle avait appris quelque chose de précieux. Marcus avait une cachette secrète, et dans cette cachette, il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque trouve. Demain soir, elle y retournerait. Elle fouillerait le hangar. Elle trouverait les preuves dont elle avait besoin. Et alors, Marcus Sterling serait enfin traduit en justice. Mais le destin avait d'autres plans, parce que le lendemain matin, Chloé fit une découverte qui allait tout changer. Cela se passa au petit déjeuner. Élise mangeait avec Chloé dans leurs nouveaux appartements, quand sa fille haleta soudainement. « Maman, regarde !» Elle tenait l'écaille de dragon. L'écaille que Damien lui avait donnée il y a des semaines. Mais quelque chose était différent. Elle brillait. Pas la faible lueur qu'elle avait habituellement. C'était une vraie lueur, brillante et pulsante, comme un battement de cœur de lumière. « Que se passe-t-il » demanda Chloé. « Je ne sais pas » admit Élise. « Laisse-moi voir. » Elle prit l'écaille à Chloé et l'examina. Au moment où ses doigts la touchèrent, elle sentit une décharge la traverser. Reconnaissance, connexion, comme si l'écaille répondait aux marques de dragon sur sa peau. Et alors, elle le vit, une image, pas devant elle, mais dans son esprit, claire et nette comme un souvenir. Marcus, debout dans une pièce sombre, tenant une bouteille violette. Il versa le contenu dans un verre à vin. Tendant le verre à une servante, il dit « Assurez-vous que le roi en boive avec son dîner ce soir. » La vision s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. Élise resta figée, l'esprit en ébullition. L'écaille lui avait montré quelque chose. Un souvenir, une prémonition. Elle ne savait pas, mais elle savait que ce qu'elle avait vu était réel. Marcus empoisonnait Damien depuis des mois. Et maintenant, elle en avait la preuve. Pas une preuve physique, mais une preuve tout de même. Elle devait le dire à Damien. Elle devait arrêter Marcus avant qu'il ne recommence. Élise prit la main de Chloé et quitta la pièce en courant. Elle trouva Damien dans son bureau en train de consulter des documents avec plusieurs conseillers. Lorsqu'il vit son visage, il les congédia immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Élise lui raconta tout. La fiole qu'elle avait trouvée, la menace que Marcus avait proférée, la remise au bord de la propriété, et enfin, la vision que l'écaille de dragon lui avait montrée. Damien écouta en silence. Son visage s'assombrissait à chaque mot. Quand elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit « L'écaille t'a montré ça ?»« Oui. » Élise la lui tendit. « Je ne comprends ni comment ni pourquoi,
Mais je l'ai vu, aussi clairement que je te vois maintenant. Damian prit l'écaille dans sa main. Il l'examina attentivement, la retournant entre ses doigts. Les écailles de dragon sont plus que de simples ornements, dit-il lentement. Elles portent des souvenirs, des intentions. Elles réagissent à ceux qui sont connectés au dragon qui les a perdus. Il regarda Élise. Quand tu as absorbé ma malédiction, tu es devenu connecté à moi, à ma magie, à mes souvenirs. Alors, l'écaille me montre des choses que tu as vues, des choses que j'aurais pu voir, des choses que j'ai senties, mais que je n'ai pas consciemment enregistrées. Il fit une pause. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas chez Marcus. Une obscurité sous le charme, mais je n'ai jamais pu le prouver. Maintenant, nous le pouvons, dit Élise. La remise. Ce qu'il y cache est la preuve dont nous avons besoin. Damien acquiesça. Ses yeux gris étaient durs comme l'acier. Alors nous fouillerons la remise, dit-il, ce soir. Élise sentit une vague d'espoir. C'était ça. C'était ainsi qu'il mettrait fin aux manigances de Marcus. C'était ainsi qu'il serait enfin en sécurité. Mais elle ne savait pas que Marcus avait déjà 2 coups d'avance. Elle ne savait pas qu'il l'avait observé, qu'il savait qu'elle l'avait suivi, qu'il avait déjà déplacé les preuves vers un nouvel emplacement. Elle ne savait pas que ce soir, au lieu de trouver des preuves, il tomberait dans un piège. Et le piège était sur le point de se refermer. 4e partie. L'heure des contes. Ce soir-là, Élise et Damien se rendirent ensemble à la remise. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur les jardins. L'air était froid, tranchant. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. « Tu es sûr de ça ?» demanda Damien. Sa main était chaude autour de la sienne, solide, protectrice. « J'en suis sûr, » dit Élise. « Nous devons en finir. » Ce soir, ils atteignirent la remise. Damien poussa la porte. À l'intérieur, il faisait sombre, vide. Juste de vieux outils et des fournitures oubliées, couverts de poussière et de toiles d'araignée. « Il n'y a rien ici, » dit Damien en regardant autour de lui. Élise sentit son cœur se serrer. Il a dû le déplacer. Il a dû savoir que je le suivais. Un bruit derrière eux les fit se retourner. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 4 gardes. Son sourire était triomphant, froid. Le sourire d'un homme qui avait déjà gagné. « Vous cherchez quelque chose, votre majesté ?» demanda-t-il. « Marcus » grogna Damien. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Le sens. » Marcus entra dans la remise. Les gardes suivirent, bloquant la seule issue. Le sens est que je planifie ça depuis 20 ans. Et je ne laisserai pas une simple servante tout gâcher. Il claqua des doigts. Les gardes tirèrent leurs épées. Élise sentit la terreur lui étreindre la poitrine. C'était ça. C'était ainsi que ça se terminait. Pas avec la justice, mais avec un meurtre dans une remise oubliée. Mais Damien n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air en colère. « Tu crois que 4 gardes peuvent m'arrêter ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, dangereuse. Il y avait du feu derrière ses yeux, du feu littéral. Les écailles argentées sur son cou commençaient à briller. « Je crois que 4 gardes armés de fléaux de dragon peuvent te ralentir suffisamment longtemps, » répondit Marcus. Son sourire ne faiblit jamais. « Tu vois, j'ai appris de mon erreur. Le venin de dragon agit lentement. Le fléau de dragon agit instantanément. Une seule coupure et tu seras trop faible pour te transformer. Trop faible pour te battre. Trop faible pour faire autre chose que mourir. » Il sortit une lame de son manteau. Le métal était noir, ancien, gravé de runes qui pulsaient d'une lumière sombre. « Ceux-ci appartenaient aux chasseurs de dragons d'autrefois, » dit Marcus. « Ceux qui ont conduit ton espèce à l'extinction. Il attend ce moment depuis des siècles.
Il pointa la lame sur Élise. « Mais d'abord, dit-il, je crois que je vais tuer la femme que tu aimes, juste pour que tu puisses regarder. » « Non !» Le mot explosa de Damien avec une force qui fit trembler les murs. Et avec lui vint autre chose. Du feu, pas les flammes contrôlées d'un homme qui pouvait se transformer en dragon. C'était brut, primitif, inarrêtable. Il jaillit de son corps en une vague de lumière dorée, projetant les gardes en arrière, les écrasant contre les murs, brûlant les armes de leurs mains. Marcus leva la lame de fléau de dragon, mais il était trop lent. Damien était déjà en mouvement, déjà en train de se transformer. Son corps s'étira et s'étendit. Sa peau devint des écailles. Ses yeux devinrent de l'or en fusion. Ses doigts devinrent des griffes. En quelques secondes, le roi dragon n'était plus un homme. C'était un dragon. Une bête argentée massive qui remplissait la remise et en brisait les murs. Des ailes qui cachèrent la lune. Un rugissement qui fit trembler les fondations mêmes du château de Bois-Noir. Marcus recula en titubant, son visage montrant enfin la peur. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il. « Je suis ton conseiller. J'ai servi cette famille pendant 20 ans. » Le dragon baissa la tête jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de Marcus. Ses yeux, toujours gris comme des nuages d'orage, transpercèrent l'homme qui avait essayé de le tuer. « Tu m'as empoisonné », dit le dragon. Sa voix était la voix de Damien, mais plus profonde, plus ancienne, résonnant de puissance. « Tu as piégé la femme que j'aime. Tu as essayé de détruire tout ce qui compte pour moi. Je l'ai fait pour le royaume, » plaida Marcus. « Tu étais faible, distrait. Le royaume avait besoin d'un leadership fort. Le royaume avait besoin de vérité, » répondit le dragon. Le royaume avait besoin de justice. Et maintenant, le royaume l'aura. Il tendit la main et referma une griffe massive autour de Marcus, le souleva du sol, le maintint là, se tortillant et criant, tandis que les gardes et les seigneurs accouraient du château pour voir ce qui se passait. « Regardez-le » ordonna le dragon. Sa voix résonna sur le terrain. « Regardez l'homme qui a empoisonné votre roi. Regardez le traître qui aurait détruit ce royaume de l'intérieur. » La foule regarda avec horreur, avec choc, avec une compréhension naissante. Et puis, une petite voix retentit. « Je l'ai vu !» Tout le monde se retourna. Chloé se tenait au premier rang de la foule, serrant son écaille de dragon. Margaret était derrière elle, essayant de la retenir. Mais Chloé ne bougeait pas. « Je l'ai vu cacher quelque chose », dit Chloé. Sa voix était claire et forte, plus courageuse qu'elle n'aurait jamais dû l'être pour son âge. Dans le jardin, derrière la statue de la reine, je l'ai vu enterrer une boîte. Le dragon regarda la petite fille qu'il avait appelée son amie. La petite fille qui lui avait demandé s'il était triste. La petite fille qui lui avait montré à quoi ressemblait l'amour. « Montre-moi », dit le dragon. Chloé acquiesça. Elle traversa la foule, en ignorant les seigneurs stupéfaits et les gardes terrifiés, jusqu'à atteindre la statue de l'ancienne reine au centre du jardin. Elle pointa le sol. « Ici », dit-elle. Le dragon déposa Marcus, mais le garda cloué au sol avec une griffe. De l'autre, il creusa la terre. Quelques secondes plus tard, il déterra un petit coffre, le même coffre qu'Élise avait vu Marcus transporter. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres, des registres et une petite bouteille violette, la preuve de 20 ans de trahison. Il y avait des lettres à des ennemis étrangers, offrant de vendre des secrets du royaume. Il y avait des registres montrant l'argent volé au trésor. Il y avait des documents prouvant que Marcus avait orchestré la mort de 2 conseillers précédents qui le soupçonnaient. Et il y avait le venin de dragon, assez pour tuer une 12aine de rois. La foule éclata de fureur. « Traître !» cria quelqu'un. « Pendez-le ! Brûlez-le !»
Marcus se débattait contre la griffe du dragon. Son charme avait disparu. Son sang-froid était brisé. Il n'était plus qu'un homme désespéré, confronté aux conséquences de ses choix. « Je vous en prie, implora-t-il. Je vous en prie. Je peux expliquer. Je peux arranger ça. » Le dragon le regarda avec des yeux qui ne contenaient aucune pitié. « Tu ne peux rien arranger, dit-il. Tu ne peux qu'affronter la justice. » Il se tourna vers la foule, vers les seigneurs, les gardes et les serviteurs qui s'étaient rassemblés. « Marcus de Boisjoli est coupable de trahison, » annonça le dragon. « Il m'a empoisonné. Il a piégé une femme innocente. Il a volé le royaume et comploté avec ses ennemis. La punition pour trahison est la mort. » La foule rugit son approbation, mais le dragon leva une griffe pour faire silence. « Cependant, continua-t-il, je ne suis pas un tyran. Je suis un roi, et un roi n'exécute pas les hommes sans procès. Marcus de Boisjoli sera emprisonné. Il comparaîtra devant le conseil. Il aura la chance de se défendre, bien que je doute que même sa langue d'argent puisse le sortir de là. » Il relâcha Marcus. Les gardes se précipitèrent pour l'emmener. Il partit en hurlant, en maudissant, en promettant vengeance. Mais ses menaces étaient vaines maintenant. Son pouvoir avait disparu. Le dragon le regarda partir. Puis, lentement, il commença à rétrécir. Les écailles se rétractèrent. Les ailes se replièrent. L'ancienne puissance retourna à son enveloppe humaine. Damien se tenait au clair de lune, respirant bruyamment. La transformation lui avait coûté cher, mais il était vivant. Et Marcus était fini. Élise courut vers lui. Elle jeta ses bras autour de lui et le serra fort. Elle pleurait, riait, tremblait de soulagement. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est enfin fini ?» Damien la repoussa doucement. Ses bras étaient forts, sûrs. Un foyer. « Oui, dit-il, c'est fini. » Et alors, il l'embrassa, devant tout le royaume, devant les seigneurs, les gardes et les serviteurs, devant Chloé, qui applaudissait et criait de joie, devant Marguerite, qui souriait à travers ses larmes, devant Hélène, sa mère, qui regardait avec une expression qui aurait pu être de l'approbation. Le roi dragon embrassa la servante qui lui avait sauvé la vie. Et personne ne dit un mot, parce que certaines choses étaient de plus puissantes que la tradition. Certaines choses étaient plus importantes que le statut. Certaines choses, comme l'amour, pouvaient changer le monde. Le procès eut lieu une semaine plus tard. Marcus comparut devant le conseil, les mains liées, le visage pâle. Les preuves contre lui étaient accablantes. Les lettres, les registres, le poison. Le témoignage des serviteurs qui avaient vu des choses qu'ils avaient trop peur de signaler auparavant. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence fut l'exil, le bannissement permanent des 5 royaumes. Il serait dépouillé de ses titres, de sa richesse, de son nom. Il errerait seul dans le monde, à jamais marqué comme un traître. Certains dirent que c'était trop clément. Certains dirent qu'il méritait la mort. Mais Damien avait pris sa décision, et le royaume l'accepta. Le jour où Marcus fut escorté hors du château, Élise regarda depuis la fenêtre de ses nouveaux appartements. Elle regarda l'homme qui avait tenté de la détruire s'éloigner, enchaîné. Elle le regarda disparaître au loin, rapetissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point à l'horizon. Et puis, mais il avait disparu. Elle ne ressentit aucune satisfaction, aucune joie, seulement du soulagement. C'était fini, enfin, vraiment fini. Maman, Chloé apparut à ses côtés, ses cheveux bouclés rebondissant, son écaille de dragon scintillant au soleil.
Oui, mon ange. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant? Élise regarda sa fille, la belle et courageuse petite fille qui avait aidé à démasquer un traître, qui avait fait preuve de plus de courage que des adultes 2 fois plus âgés. Oui, dit-elle, nous sommes en sécurité maintenant. Et le roi? Demanda Chloé. Est-ce qu'il va t'épouser? Élise rit. Je ne sais pas, mon ange. Nous n'avons pas parlé de ça. Eh bien, vous devriez en parler, dit Chloé avec conviction, parce qu'il t'aime et tu l'aimes. Et quand les gens s'aiment, ils se marient. C'est comme ça que ça marche. Élise sourit. Depuis quand es-tu une experte en amour? Depuis que j'ai décidé que je voulais un papa qui soit aussi un dragon, répondit Chloé. Tu sais,